TNC, la grande édition du journal. Bonsoir à toutes et à tous, il est 20h. Au sommaire d'ici soir, le président de la RDC et son homologue angolais ont réaffirmé leur appui aux efforts de paix menés dans le cadre de processus de Washington et de Doha. C'est jeudi à Luanda, en Angola. Félix Tshisekedi et Joao Lourenço ont évoqué la situation sécuritaire préoccupante dans les provinces du Nord et Sud Kivu. Bientôt, le chapitre d'insécurité dans la ville-province de Kinshasa sera clos. Début, c'est jeudi d'une audience foraine en procédé de flagrance. L'image a été même transmise en direct sur la télévision nationale. Le Kuluna de Kinshasa sont jugés. Commentaires dans ces journaux. Un rappel historique à la une également. Le 8 janvier 1996 à Kinshasa, un avion rate son décollage de l'aéroport de Ndolo, finit sa course au marché d'Iguida en prenant feu. Focus spécial sur ce qui est devenu le marché Tipka 30 ans après. Voilà tout pour l'introduction. Développons à présent. Le président de la RDC et son homologue angolais ont eu un nouvel entretien. C'est jeudi à Luanda, en Angola. Cette visite de travail s'inscrit dans la continuité des échanges entamés le lundi dernier entre les deux chefs d'État sur la situation sécuritaire préoccupante dans les provinces du Nord et Sud Kivu après l'occupation de la ville d'Uvira par les troupes rwandaises et leurs supplétifs de la coalition AFC 123. Félix Tshisekedi et Joao Lourenço ont réaffirmé leur appui aux efforts de paix menés dans le cadre du processus de Washington et de Doha. Regardez. C'est le deuxième déplacement de Luanda en l'espace d'une semaine à l'invitation du président Joao Lourenço, président de l'Angola et président en exercice de l'Union africaine. 3 jours après leur dernière rencontre, les présidents Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Joao Lourenço ont eu un nouvel entretien ce jeudi 8 janvier au palais présidentiel de la Cidade Alta à Luanda. Cette visite de travail s'inscrit dans la continuité des échanges entamés le lundi dernier entre les deux chefs d'État sur la situation sécuritaire préoccupante dans les provinces du Nord et Sud Kivu après l'occupation de la ville d'Uvira par les troupes rwandaises et leurs supplétifs de la coalition AFC M23. Les deux chefs d'État ont réaffirmé leur appui aux efforts de paix menés dans le cadre des processus de Washington et de Doha. Je vais commencer d'abord à remercier le président Joao Manuel Gonçalves Lourenço, président de la République d'Angola, mais aussi président en exercice de l'Union africaine, pour son initiative, son attachement à la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et comme je vous l'avais dit il y a quelques jours, il m'avait fait des propositions que je trouvais très intéressantes pour cela, mais qui commencent d'abord par un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Et je le dis ici au nom de la République démocratique du Congo que je souscris totalement à cette initiative et que nous sommes prêts à aller dans ce sens-là dès que nous aurons un retour de la part du président Joao Manuel Gonçalves Lourenço, que je tiens encore une fois de plus à remercier pour son engagement en faveur de la paix dans mon pays. Comme vous l'avez entendu dans le communiqué, nous restons bien entendu inscrits dans les processus de Doha et de Washington. Donc ce n'est absolument pas un nouveau processus, ça je tiens à le préciser, et le président qui est à côté de moi le confirme. Je parle sous son contrôle. Il n'est absolument pas question d'un nouveau processus ici. Que l'esprit malin ne vienne pas qualifier le président Joao Manuel Gonçalves Lourenço de vouloir s'accaparer de quoi que ce soit. Il est en faveur de la paix. N'oubliez pas qu'il était déjà avec nous au début de cette crise. Président en exercice de l'Union africaine, le président Joao Lourenço veut faire avancer le dossier RDC à quelques semaines de l'Assemblée générale de l'Union africaine. Je le disais à l'entame de cette édition, c'était le 8 janvier 1996 à Kinshasa, un avion ayant raté son décollage de l'aéroport de Ndolo finira sa course au marché Tipka en prenant feu. De sources officielles à l'époque, l'on parlait de 237 morts 30 ans après. Le marché n'a pas été délocalisé en vue d'éviter la répétition d'un drame de ce genre. Quelles leçons tirées de cet accident d'avion? Une réflexion signée Gumatundu. 8 janvier 1996, en début d'après-midi, à 1 heure de pointe, le ciel quinois s'est effondré. Ce jour-là,
Un avion de marque Antonov a raté son vol et son envol, et Kinshasa a perdu une partie de son souffle. Quelques secondes plus tard, de centaines de vies sont fauchées par l'acier et le feu, des familles brisées et tout un pays choqué. « 30 ans après, le souvenir reste intact. Mais une question revient. Qu'avons-nous appris? Sur le plan de la sécurité aérienne, ce crash révélait déjà en son temps les limites criantes de notre système. Vétusté de certains appareils, surcharge, négligence technique et surtout la proximité dangereuse entre la piste d'atterrissage et une zone à forte densité humaine. Sur le plan de l'urbanisme, comment expliquer qu'un marché populaire prospère sur l'axe d'une trajectoire aérienne? Qui alerte? Qui planifie? Qui protège? Aujourd'hui, 30 ans après ce crash-là, mon souhait est qu'on puisse ériger un monument en mémoire de nos frères et sœurs qui ont perdu la vie parce qu'ils cherchaient la vie pour leurs frères et sœurs. Ils étaient en train de vendre et le malheur les a surpris. Alors si aujourd'hui on peut ériger un monument, ça sera un lieu touristique. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo a fait des pas, certes, mais à Tipka, le marché est toujours là. Les étals ont repris leur place, presque au même endroit. La ville de Kinshasa a grandi. Les avions ont changé, mais les dangers, lui, rôdent toujours. Le passé semble s'être refermé sans se cicatriser. Ce drame de Tipka n'est pas une simple page d'histoire. Il est un signal, un avertissement, un devoir de mémoire pour bâtir une aviation et une ville plus sûre, une ville qui anticipe et un peuple qui se souvient. Autre grand titre de ce soir, ici, croyez invincible, la terreur était devenue leur mode opératoire. De Koulouna opérant avec des armes blanches appréhendées par le service de sécurité vont devoir présenter leurs moyens de défense à travers une audience foraine où ils sont jugés en procédure de flagrance. L'image a été même transmise en direct sur la télévision nationale ce jeudi 8 janvier 2026. Le résumé avec Bobo Anmokonzi. Opération Dobo, le présumé Koulouna face à la justice et l'État marque son autorité. C'est un coup de filet d'envergure contre la criminalité urbaine. Plusieurs présumés Koulouna interpellés lors de bouclages intensifiés dans plusieurs provinces comparaissent désormais en audience foraine devant les tribunaux militaires de Matete Ndjili. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité Jekmen Chabani, était présent pour marquer l'importance de la sécurité réservée aux Congolais. Armés de machettes, de couteaux et autres armes blanches, ces jeunes malfrats au regard vide font face à la justice congolaise dans le cadre d'une procédure de flagrance. Familles des accusés, victimes qui riaient, tous ont répondu présents à cette audience publique. Témoignages douloureux, visages marqués, blessures encore visibles. Certaines victimes se sont même constituées en partie civile. L'objectif ici est de restaurer l'autorité de l'État, garantir la sécurité des citoyens et redonner confiance à la population. Une initiative portée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité Jekmen Chabani, qui entend faire de la lutte contre la délinquance une priorité nationale. La justice veut aller vite, frapper fort et marquer les esprits à travers un message clair. Fini l'impunité. Et puis le mea culpa de la délégation algérienne à Michel Nkankou suite à un geste offensant du joueur algérien envers ces derniers. Le détail dans ses commentaires de Richard Kalala et Rigan Chinando. Tout est parti d'une altercation d'un joueur algérien à l'endroit du célèbre supporter congolais Michel Nkouka alias Lumumba Veya à la fin du match qui a opposé les Fennecs aux Léopards. Les membres de la fédération algérienne ont fait mea culpa. Ils sont allés à l'hôtel où séjourne l'emblématique supporter pour présenter des excuses et ils lui ont remis un maillot de l'équipe d'Algérie floqué du nom de Lumumba. Le personnage qu'il incarne, c'est un personnage assez, on va dire, symbolique pour nous les Algériens aussi. Vous le savez très bien, en Algérie, il y a des rues et des places publiques au nom de Lumumba justement. Donc on a voulu
lui rendre hommage. Un petit hommage, on va dire, assez modeste, avec un maillot officiel de l'équipe nationale. Voilà, oh non, à son nom justement. Voilà. On peut acclamer. À travers sa page Instagram, le joueur à l'origine de l'altercation, Mohamed Amoura, a également présenté ses excuses, devenu une figure emblématique de la CAN Maroc 2025 pour sa manière de supporter les léopards qui incarnent l'icône et héros de l'indépendance de la RDC, Patrice Emery Lumumba. Michel Kouka, dit Lumumba Veya, devient un symbole de la résilience congolaise, de savoir-faire et de l'amour de la patrie que témoignent des femmes et des hommes qui évoluent parfois dans l'anonymat. Allez, on change carrément de registre. Tension désamorcée au secrétariat général à la défense face à la grogne de certains personnels civils dont le salaire avait été gelé après le contrôle de l'inspection générale de finances. Le vice-premier ministre de la Défense nationale est monté au créneau. Audience, promesse de clarification et instruction de dégel de comptes. Le patron de la Défense a choisi l'apaisement et le dialogue. Sandra Nyang et Diane Balaka et Geresto Fungi. Le patron de la Défense nationale congolaise a reçu dans son cabinet de travail une délégation d'agents civils dont les noms avaient été retirés de la liste définitive de paye à l'issue du contrôle mené par l'Inspection générale des finances IGF en 2022 dans le cadre de l'assainissement du fichier salarial. À la suite du contrôle physique et biométrique, plusieurs cas jugés litigieux avaient vu leurs comptes salariaux gelés, provoquant un mouvement de mécontentement et des actions de protestation. Soucieux de transparence et de dialogue, le vice-premier ministre a accordé une audience aux concernés et les a invités à produire les preuves étayant leurs revendications lors d'une séance de travail mixte prévue la semaine prochaine en vue d'un éventuel rétablissement de leurs droits. Conscient du caractère vital du salaire et en bon père de famille, Maître Guy Kabombo Mwadiavita a instruit l'auditoriat général d'enclencher le processus de dégel des comptes bancaires concernés à titre conservatoire en attendant l'issue de l'examen du dossier. Une décision accueillie avec satisfaction par les agents concernés qui ont exprimé leur reconnaissance au vice-premier ministre de la Défense nationale pour son sens de l'écoute et son souci de justice sociale. Les enfants de l'Itourie associés aux groupes armés appelés de s'adhérer au programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation pour le respect du principe de zéro enfant dans le groupe armé. C'était lors du séjour de coordonnateur national adjoint du PDDRC chargé de questions techniques et opérationnelles. Peggy Mukunda. Plus de 1000 enfants sortis des groupes armés enregistrés en 2025 en Itourie par le programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation au PDDRCS. Il était temps pour le programme de faire le suivi et évaluer des activités liées à la sortie des enfants associés aux groupes armés. Pour ce faire, la patronne des opérations du PDDRCS, Marie-Chantal Lumumba, vient d'évaluer la situation actuelle de ces enfants et apprécier les mécanismes de leur prise en charge depuis leur séparation avec le groupe armé. La place des enfants est à l'école et dans la famille et non dans un groupe armé, a martelé Marie-Chantal Lumumba au cours de sa visite au centre de transit et d'orientation, bien avant la tenue d'une réunion de concertation avec les acteurs impliqués dans la protection des enfants, la MONUSCO, à travers sa section de protection de l'enfant et l'UNICEF. Ces derniers ont salué l'initiative et l'implication du programme dans le suivi des enfants sortis des groupes armés et la dynamique de concertation instaurée avec les acteurs. Ils ont également rassuré de mobiliser davantage de ressources pour répondre aux besoins persistants en matière de protection de l'enfant. Les difficultés auxquelles sont confrontés seront analysées et prises en compte par la coordination nationale du PDDRCS pour une solution adéquate, a rassuré Marie-Chantal Lumumba. C'est un secteur clé de la vie nationale. La gestion de terre à travers les affaires foncières se réorganise. Le vice-premier ministre de la fonction publique a procédé en présence de la ministre des Affaires foncières à la signature du cadre et structure organique du secrétariat général aux affaires foncières. Nadine Kilocho, Cédric Enina et Moké Maluma.
C'est un pas important dans la réforme administrative du secteur foncier. Le vice-premier ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a procédé à la signature officielle du cadre et structure organique du secrétariat général des affaires foncières. C'est un secteur clé qui nous concerne tous. Il s'agit de gérer nos terres qui constituent la première composante de tout État. Sans la terre, point d'État. Vous gérez cette terre-là et il faut la gérer conformément à la loi, conformément aux normes, aux règlements, au cadre juridique que vous êtes par ailleurs en train de revoir aussi en même temps pour mieux sécuriser les droits des uns et des autres, de l'État, mais aussi des citoyennes et des citoyens. Bref, c'est un travail qui nécessite l'implication de toutes et de tous. Et ça, vous pouvez compter sur nous. Un acte majeur qui dote désormais ce secrétariat général d'un organigramme clair, fonctionnel et conforme aux normes en vigueur. Une avancée significative pour renforcer ses capacités opérationnelles et garantir une meilleure gestion des affaires foncières. Après la promulgation par le président de la République de la loi foncière, aujourd'hui nous pouvons, nous, administration, nous préparer véritablement à la vulgarisation de cette loi et aussi à assurer que nous menons pleinement nos missions, ce qui est de renforcer la confiance des administrés en cette administration et surtout à travailler pour faire du foncier un vrai levier de développement en RDC. En procédant à cette signature, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou réaffirme la volonté du gouvernement, sous l'impulsion du chef de l'État, de bâtir une administration publique performante, moderne et alignée aux standards de la bonne gouvernance. Marie Karumba Nabintou remplace Christian Tungila à la tête du conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État. Elle est chargée de traduire la vision gouvernementale efficace. Voici le film de la cérémonie de remise et reprise proposé par Eric Kabamba, Sandra Nyangui et Charman Lelo. Le mardi 6 janvier, la CENSAP a marqué une étape importante avec la cérémonie de remise-reprise avec le PCA sortant Christian Tungila et la PCA entrante Karumba Nabintou Marie. Dans son allocution, Christian Tungila a exprimé sa profonde gratitude au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ainsi qu'à la première ministre et au vice-premier ministre en charge de la fonction publique pour la confiance qui lui a été accordée. Il a rappelé son engagement sans faille et les nombreuses réformes qu'il a impulsées, contribuant à renforcer la visibilité et la compréhension du rôle stratégique de la CENSAP par les fonctionnaires de l'État. Avant de transmettre officiellement le flambeau, le PCA sortant a prodigué des conseils avisés à sa successeur, Marie Karumba Nabintou, et a affirmé sa disponibilité à servir le pays dans d'autres missions à venir. Nous avons la responsabilité collective de hisser la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État au rang de meilleur établissement public qui honore ses engagements, accomplit ses missions légales et répond surtout aux attentes des agents publics de l'État et de leurs familles malgré les défis sociaux, économiques et sécuritaires du moment dans notre pays. La cérémonie s'est déroulée en présence du conseil du vice-premier ministre en charge de la fonction publique, des membres des comités sortants et entrants, ainsi que de plusieurs cadres et agents de la CENSAP. Ce soir, son parcours nous intéresse à la question de savoir qui est Marie Karumba Nabintou. Sandra Nyangui et Charman Lelo tentent de répondre à cette question pour vous. Sont nommés membres du conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État en sigle CENSAP, les personnes dont les noms ci-après. 1. Madame Karumba Nabintou Marie. Elle fait partie de cette génération des femmes qui avancent sans bruit mais avec autorité. Économiste, dirigeante, servante de l'État. Marie Karumba Nabintou, mariée et mère de 2 enfants, incarne une nouvelle génération des femmes congolaises formées, expérimentées et résolument tournées vers le service public. Originaire de Bukavu, dans la province de Sud-Kivu, elle est économiste du développement, doctorante à Genève, après avoir décroché une maîtrise obtenue avec mention à l'issue d'un cursus en sciences commerciales et administratives.
Son parcours professionnel s'est construit avec rigueur entre la République démocratique du Congo et l'international. Elle a accumulé une solide expérience au sein de plusieurs institutions clés. Ministère de l'économie nationale, Sénat, ministère des Transports, Autorité de l'aviation civile, ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, en passant par le Centre d'expertise, d'évaluation et de certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses, CEEC. Engagée politiquement, Marie Karumbana Bintou est secrétaire nationale adjointe chargée du social au sein de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC, parti cher à Modeste Bahati Lukwebo. Son engagement dépasse les sphères administratives. Elle est également active dans les projets sociaux et communautaires à Bukavu comme à Goma. Le 24 décembre 2025, elle est nommée présidente du conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, CENSAP. Une mission de haute importance au cœur de la politique sociale nationale. Leadership féminin affirmé, expertise économique et sens de l'intérêt général, Marie Karumbana Bintou arrive à la CENSAP avec une vision claire, celle d'une institution performante, crédible et tournée vers le bien-être des agents publics congolais. Électrification de la ville de Mwanda dans le Congo central. La gestion de 10 millions de dollars américains retirés de main d'une commission mise en place et remise à l'ANSER. Cette décision du ministère d'État est vivement applaudie par la société civile du territoire de Mwanda. Regardez. Conduite par Maître Willy Ilema, la délégation du cadre de concertation de la société civile du territoire de Mwanda a été reçue le lundi 6 janvier 2026 par la ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, Akassa Bandoubo Lambongo. Ces acteurs de la société civile ont soumis à la patronne des hydrocarbures un cahier de charges avec 10 recommandations. Maître Willy Ilema a, au nom de la délégation, félicité la ministre d'État, Akassa Bandoubo pour avoir retiré à la commission chargée des gestions des fonds mis à la disposition du territoire de Mwanda la gestion des 10 millions de dollars américains pour l'électrification de Mwanda. Il a ajouté aussi la problématique des camions-citernes qui stationnent à travers la cité de Mwanda. Madame vient de nous dire qu'elle a été en contact avec le DG de Perenco et de l'ANSER, et avant même la fin de ce mois, il y aura une réunion technique Perenco, ANSER, pour permettre à ce que les institutions puissent se rencontrer, travailler sur la mise en place des courants à Mwanda. La ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, de son côté, a fait savoir à ses acteurs de la société civile que la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est d'élever le niveau social de l'homme congolais, et le gouvernement de la République, sous la conduite de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, fait ses sociales son cheval de bataille. Signalons qu'au cours d'une réunion présidée par la ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, au mois de décembre 2025, la commission chargée de gestion des fonds mis à la disposition du territoire de Mwanda avait passé la main à l'entreprise ANSER pour l'électrification de la cité. Exploitation et transformation de minerais pour ressortir une stratégie nationale de la RDC sur le minéraux et métaux critiques, sujet au menu d'un atelier qui se tient présentement à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Malumbela. À Lubumbashi, l'atelier consacré aux minéraux et métaux critiques se poursuit. Les initiatives existantes en République démocratique du Congo ainsi que les approches et la vision africaine du développement minier y sont passées au peigne fin. Nous sommes très heureux comme Commission économique des Nations Unies de participer au débat, mais aussi de pouvoir créer cette synergie entre les différentes initiatives du gouvernement et ses partenaires pour pouvoir faire en sorte que le Congo créer plus de valeur à travers ces minéraux critiques. Quand même la RDC qui détient la plupart des minéraux stratégiques et critiques. Alors donc c'est très important, il ne faudrait pas toujours subir, il faudrait que nous puissions anticiper sur certains événements ou quand les investisseurs viennent, qu'on puisse leur proposer concrètement ce que nous attendons d'eux et ne pas toujours subir. Si on ne gère pas bien l'exploitation artisanale, elle va nous dicter ses règles et c'est à cela que nous assistons. On a laissé l'exploitation artisanale évoluer en dehors des règles établies par le législateur congolais. Donc le code et le règlement minier sont clairs en ce qui concerne l'exploitation artisanale. Les zones sur lesquelles elle doit être pratiquée, donc il faudrait d'abord que ce soit un gisement qui ne peut pas être exploitable industriellement. Et les gens qui opèrent sur ces sites doivent être des gens qui sont identifiés avec carte
d'exploitants artisanaux. Donc pour moi, je crois qu'il faut revenir à l'orthodoxie, et l'orthodoxie est tracée dans la législation congolaise. Des réflexions sont engagées pour permettre à la RDC de mobiliser les capitaux nécessaires à son industrialisation, développer les compétences et investir dans les infrastructures afin d'asseoir une politique de développement socio-économique durable, a indiqué le directeur exécutif de Sarwa, Claude Kabemba. Les travaux devraient aboutir à une stratégie nationale sur les minéraux et métaux critiques accompagnée des recommandations opérationnelles pour soutenir la valeur ajoutée et la croissance industrielle. Ces stratégies seront ensuite soumises au Conseil des ministres pour examen et adoption. Après son court transit à Luanda Nord en Angola, la vice-ministre de l'Intérieur est arrivée à Kamako pour son itinérance sur l'inspection et le contrôle de frontières de la RDC pendant cette période d'agression rwandaise sur le sol congolais. Images et commentaires. Les relations frontalières sont au beau fixe entre la République démocratique du Congo et celle de l'Angola à partir des provinces voisines du Kasaï et du Luanda Nord. À Dundo, où la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Kamba, a transité au gouvernorat pour le civilité avant son étape d'itinérance de Kamako, le dernier passage du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, auprès de son homologue, Joao Lourenço, est perçu comme le signal fort d'une amitié historique entre les deux peuples, a laissé entendre le vice-gouverneur. C'est une impression positive. Les peuples angolais et congolais constituent un seul peuple. Les problèmes du peuple angolais sont les problèmes du peuple congolais. Nous avons l'obligation de part et d'autre de vivre en parfaite harmonie, comme veulent nos deux chefs d'État. Le même témoignage pour la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Kamba. Nous sommes en transit ici dans la province de Luanda Nord. Cette province, elle est voisine à plusieurs de nos provinces, y compris le Kasaï. C'est dans cette ambiance de fraternité entre deux pays que la délégation de la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Kamba, a pris route pour la cité frontalière Kamako. Ici sur place, elle a communié avec ses compatriotes avec un seul message, la vigilance totale pendant cette période de guerre d'agression rwandaise. Après Kamako, Eugénie Kamba est attendue à Kanjanji, une autre cité frontalière stratégique entre la RDC et l'Angola. Et puis cette mise au point de l'Office congolais de contrôle, une opinion mal informée au sein de la population congolaise accuse injustement et régulièrement l'Office congolais de contrôle de faits qui ne relèvent pas de sa compétence. Ceci dénote d'une méconnaissance de mission et attribution de l'Office congolais de contrôle ainsi que d'autres services publics sur le marché local. Ainsi, pour dissiper toute confusion, la direction générale de l'OCC dirigée par le Dr Étienne Chimanga Mutombo porte à la connaissance du grand public ce qui suit. L'OCC est un établissement public à caractère scientifique et technique, organisme d'évaluation de la conformité. Tierce partie de ces faits, l'OCC n'a pas la charge de surveiller le produit déjà mis en consommation et donc en circulation sur le marché locaux après leur importation ou leur sortie d'usine, assortie de la levée de mise en consignation provisoire jusqu'aux résultats concluants de laboratoires notamment. La surveillance sur le marché relève de la compétence de service de la ville. À l'arrivée de produits importés, l'OCC intervient en amont pour un contrôle rigoureux couvrant plusieurs aspects: contrôle de la liasse documentaire, inspection physique de la marchandise, prélèvement d'échantillons représentatifs de l'eau importée, analyse en laboratoire conformément aux normes internationales, régionales et nationales, émission de rapports dossiers communément appelés bulletins d'analyse, levée de la mesure de consignation pour le marchandise conforme et propre à la consommation, production de bulletins de non-conformité pour toute marchandise impropre à la consommation, destruction en commission intersectorielle ou refoulement marchandises non conformes, communiqué signé sous directeur et chef de division communication Jean Boisneige KCK. À Kinshasa, le gouvernement provincial s'élance dans un combat contre l'insalubrité persistance. Un accord de partenariat a été signé avec la société Averda pour le lancement dans quelques jours après des études appropriées des opérations de gestion de déchets. Les autres explications dans ces récits signés Serge Merlin-Mata.
Immense métropole africaine, Kinshasa souffre actuellement d'une insalubrité croissante avec des déchets envahissants, rues et marchés. C'est dans cette perspective que l'hôtel de ville de Kinshasa a conclu avec la société libanaise Averda un partenariat pour la gestion des déchets la ville de Kinshasa. Au cours de cette rencontre, les échanges ont tourné entre autres autour de la définition des bases d'une future collaboration entre la ville de Kinshasa et la société Averda, ainsi que les modalités pratiques devant permettre de renforcer durablement l'assainissement urbain. On va actualiser cette étude pour faire une proposition qui peut résoudre les problèmes de l'assainissement et des déchets à Kinshasa. Alors aujourd'hui, la ville de Kinshasa va mettre sur rail pour aller le plus tôt possible dans la réponse en termes d'assainissement de la propriété publique avec la Verda. Au lendemain de cette rencontre, l'autorité urbaine Daniel Bumba-Lubaki s'est rendue sur le site du ministère des Travaux publics où sont stationnés et entreposés les engins et autres équipements d'assainissement acquis pour mener les opérations d'assainissement dans la ville de Kinshasa. Question d'évaluer leur état avant le début effectif des travaux proprement dits. Ces partenariats conclus entre l'hôtel de ville de Kinshasa et la société Averda s'inscrivent dans le cadre du programme Kinshasa et Zobunga, porté par l'exécutif provincial sous l'impulsion du gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba-Lubaki. L'objectif est bien clair, mettre fin à l'insalubrité chronique qui affecte la capitale congolaise depuis plusieurs décennies. Tout à fait autre chose. Le retour de cantines universitaires s'est fait grâce aux produits agricoles du service national. Un important lot de sacs de farine de maïs a été remis aux universités et institutions supérieures de l'ICASI et de Kolwezi. Cédric Enina. La farine de maïs du service national pour les étudiants de l'ICASI et Kolwezi. Après Kinshasa et Lubumbashi, la tournée sociale du service national se poursuit dans l'espace Grand Katanga. Les étudiants de l'université de l'ICASI, de l'ISP l'ICASI et de l'université de Kolwezi ont reçu une importante dotation en sacs de farine de maïs produits localement par les bâtisseurs du service national. Un geste de haute portée sociale voulu par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour soutenir les étudiants et renforcer la résilience alimentaire dans les milieux universitaires. Nous disons vraiment un grand merci pour cette date que tout le monde a appréciée. Nous venons de recevoir la farine venant du service national. Et cela a démarqué l'intérêt de tous les étudiants. Ça continue à nous motiver. On n'a jamais vu ces dons offerts aux étudiants. C'est vraiment la première fois. Et je suis vraiment très impressionnée par cette date et c'est vraiment une initiative encourageante. Lorsque le recensement avec Kanyamata s'est commencé, nous avons tous eu peur de savoir quel en était le but. Aujourd'hui, les étudiants ils bénéficient de sacs de farine et bien sûr de ce qui va venir. Nous les remercions vraiment et nous attendons la suite qui sera très favorable. Les commandants du service national, le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo-Kabwik, a assuré que cette opération va s'étendre à d'autres institutions de l'enseignement supérieur et universitaire à travers les pays. Une manière concrète de conjuguer patriotisme, production locale et solidarité nationale. À Kinshasa, sur l'Avdi bypass entre l'échangeur de Limité et la station Salongo, l'office de route de Kinshasa poursuit le travaux d'installation de lampadaires. Quand la lumière rassure et modernise, Kinshasa change de visage et l'avenue Bypass en est la preuve vivante. Après les travaux d'assainissement et de bétonnage entre l'échangeur de Limité et la station Salongo, place désormais à la lumière. Sous l'impulsion du directeur général de l'office de route, Janoki Kangalangoy, la phase d'installation de lampadaires bat son plein. Une route bien éclairée, c'est plus qu'un confort. C'est une garantie de sécurité, un levier pour la mobilité nocturne, souffle nouveau pour les riverains longtemps confrontés à l'insécurité. Cet axe stratégique de la capitale entre dans une nouvelle ère, en droite ligne avec la vision du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle d'une Kinshasa moderne, sécurisée et accessible. Sur le terrain, les témoignages sont unanimes, la lumière change tout. Collègue, directeur, encadreur qui nous quitte pour le delà, Mesdames Bouyal n'est plus figure bien connue de la RTNC.
Il a tiré sa révérence hier mercredi 7 janvier à Kananga à la suite d'un malaise. Homme de culture et de terrain, passionné et rigoureux, connu pour la qualité de ses dossiers, la pertinence de ses chroniques, la rédaction française de la RTNC a observé une minute de silence pour rendre hommage à ces chevaliers de la plume qui nous quittent. L'impolitesse de la mort. Promenade sans retour pour les pécheurs. Barwa bakoy kova na peti na bango bazali kolia ape komela liwa ekoti ezwi moko eke na ye mpe ezongisi ye te o liwa eyebi bakonzi te eyebisi se mabe. Pour porter le destin, pour porter la République démocratique du Congo dans nos cœurs. Et c'est ça, peut-être pour n'avoir pas répondu à ces questions et des différents. Et puis c'est communiqué avant de nous quitter. Autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé. Le directeur général. Décision numéro 001/RSP/2026/ portant interdiction de fourniture, de distribution et de commercialisation des acides, de la chaux vive, du charbon et autres réactifs directement par les sociétés minières titulaires de droits miniers ou de carrière et obligation de recours aux sous-traitants éligibles, l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé ARSP en sigle, considérant la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, axé sur la création massive d'emplois, la promotion de l'entrepreneuriat national et l'émergence d'une véritable classe moyenne congolaise par la valorisation du contenu local et la diversification de l'économie nationale, considérant que le politique de développement du contenu local tel que prévu à l'article 5.1 du décret numéro 16/019 du 24 mai 2018 constitue un instrument stratégique de protection de la main-d'œuvre nationale, d'intégration de nationaux dans la chaîne de valeur économique et d'affirmation de la souveraineté économique et industrielle de l'État, considérant qu'au terme de dispositions impératives de l'article 6 de la loi numéro 17/01 du 8 février 2017, l'exercice des activités de sous-traitance dans le secteur privé est strictement réservé aux entreprises à capitaux majoritairement aux Congolais dont la gestion est assurée par 2 Congolais, personnes physiques. Considérant qu'en exécution de missions lui confiées par le texte légaux et réglementaire, l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, ARSP en sigle, d'une part, assure la mise en œuvre et le suivi, évaluation de la politique nationale ainsi que de politique sectorielle du contenu local et d'autre part, veille à l'accès au marché par le respect de l'application de conditions requises dans la conclusion de contrats et dans l'exercice des activités de sous-traitance dans les secteurs privés conformément aux dispositions de l'article 5.1 et 3 du décret numéro 18/019 du 24 mai 2018, considérant le rapport d'enquête mené par les officiers de la police judiciaire de l'ARSP, lequel établissent que de sociétés du secteur minier titulaires de droits miniers ou de carrière s'emploient à fournir des acides et d'autres réactifs, notamment la chaux vive, l'acide sulfurique et le charbon aux sociétés minières ainsi qu'aux usines de traitement de minerais en violation flagrante de textes légaux et réglementaires en vigueur en République démocratique du Congo. Considérant que de telles opérations, notamment de fourniture des acides, de la chaux vive, du charbon et tout autre réactif aux sociétés minières et aux usines de traitement de minerais sont, au regard de la législation nationale en vigueur en la matière, des activités de sous-traitance exercées dans ces cas en violation de la loi. Considérant que l'objet plutôt social de sociétés titulaires de droits miniers ou de carrière ne peut porter exclusivement que sur les activités minières, à savoir tout service, fourniture ou travaux de l'art de mine directement liés à la recherche, à l'exploitation minière et au traitement et ou transformation de substances minérales, y compris le travaux de développement, de construction et d'infrastructures, considérant que l'exercice des activités de sous-traitance sans attestation d'enregistrement délivrée par l'ARSP constitue une violation caractérisée de la loi, considérant que
les sociétés minières titulaires de droits miniers ou de carrière ne sont pas, en raison de leur objet social exclusif, éligibles à l'enregistrement en qualité de sous-traitant auprès de l'ARSP. Considérons la nécessité impérieuse de garantir l'accès efficace de sous-traitances locaux éligibles au segment stratégique de la chaîne de valeur de l'industrie minière en vue de l'émergence d'une classe moyenne congolaise forte et durable, vu la nécessité et l'urgence. Décide, article 1er, est formellement interdit aux sociétés du secteur minier, titulaires de droits miniers ou de carrière, de procéder directement à la fourniture, à la distribution ou à la commercialisation des acides, de la chaux-vive, du charbon et de tout autre réactif qu'elles fabriquent ou produisent au profit de tierces. Article 2. Pour toute activité de fourniture, de distribution ou de commercialisation de dits produits, les sociétés visées à l'article 1er recourent aux entreprises locales dûment enregistrées auprès de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés, à respect en sigle. Article 3. Sont nuls, quelle qu'en soit la forme, le clause, les stipulations et arrangements contraires à la présente décision, prise en exécution de la législation en la matière. Article 4. Toute violation de la présente décision expose son auteur aux sanctions prévues par la loi. Article 5. La présente décision entre en vigueur à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 7 janvier 2026. Kachal Katam Miguel. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour ce soir. Je vous retrouve demain à 20h pour de nouveaux titres d'actualité. À toutes et à tous. Bonne soirée.